ce mec me donne rendez-vous dans un parc. Il me regarde, il fait « Je suis jamais sortie avec une fille comme toi, quoi », en faisant un mime Marceau. À ce moment-là, tu dis « Non, genre j'ai pas vu ça et tout ». À la fin, il a essayé de m'embrasser et je lui ai foutu une énorme baffe, quoi. Lola Dubini, 27 ans, a été découverte il y a plus de 10 ans dans la France à un incroyable talent. Un passage très médiatisé à la fois pour sa voix de diva, mais aussi pour les critiques physiques dont elle a été victime. Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Alors Lola, t'as sorti en avril dernier ton premier album, Je te le dis, dans lequel tu dévoiles une partie de toi et tu parles notamment acceptation de soi. Est-ce que c'est un peu devenu ton combat depuis que t'es médiatisée ? Je dirais que grâce aux réseaux sociaux, depuis que je suis sur les réseaux, j'ai connu plein d'autres comptes. Et d'autres comptes m'ont fait prendre conscience que c'était ok d'exister comme on avait envie de le faire, quoi. Et je trouve que c'est la force des réseaux. Donc, du coup, l'acceptation est venue en voyant les autres aussi. Il n'y a pas ce sentiment de mission, c'est trop fort ? En fait, j'ai un peu l'impression que chacun fait comme il veut, mais moi j'ai juste envie que tout le monde soit ok avec lui, et si chez moi ils peuvent trouver ce truc un peu de sérénité et de non-jugement, parce que c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter, que tout le monde a le droit d'exister comme ils veulent, c'est cool, le message est passé. C'est vrai que tous les jours, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes de la communauté LGBTQIA+, qui me suivent, et souvent j'ai des coming out, alors que tu vois je fais pas partie de cette commu, mais moi je suis alliée, et en fait j'ai beaucoup de mes abonnés qui me connaissent depuis longtemps et qui se sentent tellement à l'aise, qui m'envoie, qui me confie ça, et je trouve ça trop précieux, donc ça me fait plaisir. Donc je me dis que quelque part, oui, ça doit faire partie des messages que je véhicule, et je trouve ça cool. Je le disais, dans ton album, il est très personnel. Il y a une chanson qui s'appelle Complexe. Ouais. Et il y a notamment dans cette chanson des phrases comme je fais le poids de 1000 danseuses, j'ai bien compté, j'ai 3 bourrelets. Ouais. Tu fais ici un peu un pied de nez à ceux qui t'ont dit que tu n'avais pas le physique pour faire ce métier. Ouais, carrément. Moi, j'ai commencé... la première fois que j'ai fait de la télé, c'était en 2009, et j'avais 15 ans. Et à cette époque-là, on m'a proposé de signer en maison de disque, mais on m'a demandé de perdre 10 kilos. Ouais. Mais maintenant, les maisons de disques ont changé, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, le pouvoir revenait au fric, ce qu'ils appelaient les frics avant, tu vois. Donc, quand tu vois que des Elton John, des Freddie Mercury ont réussi à faire de leur côté unique quelque chose, ils se sont dit qu'en France, en fait, peut-être que c'était un peu trop normalisé, et ils ont laissé la place à des gens différents. Je pense par exemple à Bilal Hassani, qui fait beaucoup de bien. Enfin, c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de diversité, et c'est vrai que quand j'avais 15 ans, du coup, je me sentais pas du tout à ma place dans l'industrie. Qu'est-ce que tu avais répondu à l'époque quand on t'avait demandé de perdre du poids ? Moi, j'avais dit non, parce que déjà, moi, je sais pas comment perdre 10 kilos. Sinon, je pense que peut-être je l'aurais fait avant, mais en vrai, je pense qu'il faut... moi, tout ce qui est kilos et tout, en fait, c'est plus que... Puisqu'on m'a souvent ramené à ça, moi, j'avais pas l'impression d'être grosse, mais c'est plutôt les gens qui me renvoyaient ce truc, et du coup, c'est devenu un complexe à cause des autres. À quel âge t'as pris conscience de ça ? Je sais pas, ça devait être vers 13 ans. Moi, on me renvoyait constamment que j'étais grosse, alors que c'était pas du tout dans ma tête un... c'est pas comme ça que tu te voyais, quoi. Ouais, puis c'est pas un facteur d'appréciation chez personne. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, c'est terrible. Fatalement, les autres forment un peu tes complexes au fur et à mesure de... C'est quoi, en fait, finalement, avoir le physique d'une chanteuse ? Que la chanson, c'est une histoire de talent, de sensibilité. Oui, moi, c'est surtout... le truc, c'est qu'il y avait Adèle qui avait dit cette phrase. Parce que moi, Adèle, ça a toujours été... quand elle est arrivée dans le paysage, je me suis dit, putain, mais en fait, ça veut dire que c'est possible d'exister comme ça. Comme à l'époque, Valérie Damido, ça m'avait fait le même effet quand je l'avais vue à la télé, tu vois. Mais c'est con, mais c'est vrai. Et en fait, plus il y a de représentation positive dans les médias, de gens gros, de gens typés, de différentes origines, plus il y a de représentation positive dans les médias, plus tu te dis que c'est ok de vivre avec toi, et du coup, plus tu te sens capable de faire de choses. On va dire que j'ai pris conscience que c'était ok et que je pouvais rêver d'être chanteuse quand j'ai vu des meufs comme Adèle qui m'ont dit que la musique c'était fait pour les oreilles et pas pour les yeux. Quand tu te présentes à La France a un incroyable talent, ouais, là où on t'a découverte, Adèle, elle existe déjà dans le... En fait, j'ai connu Adèle, moi, un peu plus tard, après son premier album. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle a fait de ce qui pouvait diviser sa force, je me suis dit qu'en fait, la meuf, elle avait vraiment tout compris. Et en vrai, plus tard, j'ai compris qu'elle avait pas le choix. C'est-à-dire que si elle en faisait pas une identité, tu vois, maintenant, elle amincit.
et les gens font ah mais c'est plus Adèle, bah en fait c'est la même meuf et elle fait vraiment ce qu'elle veut de son corps pour le coup. C'est que si elle a envie de prendre 30 kilos, elle prendra 30 kilos et ça restera Adèle. Quand t'as été grosse et que tu mincis, les gens font ah mais c'est plus la même personne. Mais non en fait, c'est juste la meuf elle avance. Moi par exemple j'aime toujours autant Adèle et elle m'a tellement aidée à un moment en me faisant penser que c'était possible d'être chanteuse que là elle mincit, bah j'ai pas l'impression qu'elle me fout un coup de Trafalgar dans le dos. Je me dis juste c'est cool, elle s'aime tu vois. Toujours dans cette chanson complexe dont on parlait tout à l'heure, t'es vraiment pas tendre avec toi-même. J'ai la gueule de travers, j'ai le menton tout écorché, un sac de cernes, pas de paupières. Ouais. Mais ça, c'est plus... En fait, cette chanson-là, je l'avais écrite parce que je venais de me prendre un énorme râteau. Pardon, c'est pas drôle. Par qui ? Par un mec qui s'appelait Mehdi. On t'embrasse. et Mehdi, il m'avait flingué, quoi. Mais quand je dis flingué... Mehdi, il avait dit tout ça ? Bon, je vous dis vraiment tout. Là. Je te dis vraiment tout. On écoute. Et en gros... Ce mec me donne rendez-vous dans un parc. Il me regarde, il fait « Je suis jamais sortie avec une fille comme toi ». Et je lui dis « Ah, ok ». Et puis il me dit... Ça veut dire quoi, une fille comme moi ? Bah ouais, il me dit « Comme toi, quoi ». En faisant un mime Marceau. À ce moment-là, tu dis « Non, genre j'ai pas vu ça et tout ». Puis la discussion continue, il me dit « Je peux toucher ?» Et il parlait de mon ventre. C'était vraiment des trucs comme ça. Et du coup, le mec, à la fin, il a essayé de m'embrasser et je lui ai foutu une énorme baffe, quoi. Et donc lui, il t'a fait écrire cette chanson dans les complexes. Lui, il m'a fait écrire cette chanson parce que je me suis dit, en fait, si t'es au courant, en fait, c'est un listing de complexes qui m'appartiennent pas forcément parce que, tu vois, à un moment, je parle du fait d'être chauve et des trucs comme ça, mais c'est un listing de complexes qui pourrait arriver un petit peu à n'importe qui. Pour moi, c'est de dire qu'en fait, tes complexes n'ont pas à régir ce qui se passe vraiment dans ta vie. Et si t'admets que t'es chauve, tu vivras beaucoup mieux le fait d'être chauve que si tu te le caches pendant longtemps et que t'essaies de foutre tes mèches à l'avant, tu vois. On a tous vu ces mecs qui ont des méduses à l'avant et c'est terrible. Plus t'essaies de cacher ce qui te fait chier chez toi, plus ça se voit et plus du coup tu te dis ah, les gens vont voir que ça. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, moi là je fais une émission qui s'appelle Star à nu sur TF1. Mm-hmm. Donc justement, tu te mets nu. Je me mets nu, hein, vraiment très concrètement. Pour lutter contre les cancers féminins. C'est cette émission qui a réussi à... C'est cette émission. Maintenant, j'arrive à me changer devant mes potes. Avant, c'était impossible de me changer devant mes potes. C'est tout à fait récent, en fait. Ah ouais. Par rapport à mon corps, c'est parce qu'en fait, je pensais que c'était réglé il y a des années. Ouais. Et en fait, cette émission, ça m'a vraiment libérée. Ça m'a enlevé une pudeur. En fait, je me suis dit, mais si j'existe pas pour moi, je vais crever en étant, en me détestant et en n'ayant pas pu faire ce que j'ai envie. Et moi, ce que j'avais envie de voir, c'est quand je voyais une meuf dans la rue qui portait un body, je me suis toujours dit, ouais, mais moi, ça m'irait pas. Et en fait, si, ça me va, quoi. Et je suis contente d'être arrivée à ça parce que c'est vraiment cette émission, qui m'a permis ça, cette cause qui m'a permis ça. Et je me dis que c'est, en tout cas, moi, je le vis trop bien maintenant. Après, le regard des autres sur mon poids a eu beaucoup d'impact quand j'étais plus jeune parce que j'ai vécu le harcèlement scolaire, tout ça. Ça a débuté à quel âge pour toi ? Moi, ça a été un petit peu tout au long de ma scolarité, mais je dirais que ça a commencé à être vénère quand j'étais au collège. Et après, j'ai changé de collège parce que j'ai déménagé. Et en fait, quand j'ai fait Incroyable Talent, ça s'est accentué de ouf. Qu'est-ce qu'on te disait justement ? Ça ressemblait à quoi, ce harcèlement scolaire ? En gros, pour le harcèlement scolaire le plus récent, en fait, je devais traverser la cour pour arriver en cours. Et t'avais des mecs, c'était vraiment une bande de mecs qui se mettaient en haut et qui, tout au long, faisaient comme, tu sais, la marche de Cersei dans Game of Thrones. Shame. Je m'étais fait frapper plusieurs fois, mais ça reste... En fait, c'était... disons qu'ils essayaient de me rendre responsable d'un truc qui les dérangeait. Et ce qui les dérangeait, c'était que j'étais moche et grosse, quoi. Moche. C'est quand même un peu dur, là, quand même. En fait, quand t'es au lycée, quand t'es ado, c'est des trucs que tu peux facilement penser comme ça et tu te dis, ok, c'est validé par la street, du coup, ça veut dire que je serai jamais autre chose que moche. Et je te dis, c'est des croyances qui s'ancrent dans ta tête et t'as beau faire ce que tu veux, pour les déconstruire, il faut trouver des gens autour de toi, un cercle de bienveillance qui est incroyable. Comment t'as fait, justement ? Moi, franchement, ma famille, c'est des pépites. Hein. Je peux pas dire plus que mes parents, tu vois. Moi, c'est très récent que j'en parle, mais pendant 1 an, j'avais vu un psychothérapeute parce que c'est super important, en fait. Tu vois pas un psychologue ou un psychothérapeute parce que t'es fou. Et tes parents t'ont aidé aussi dans leurs mots, dans leurs actes ? Ouais, mes parents m'ont carrément aidé et surtout, ils m'ont conforté dans l'idée que ma passion serait mon secours. Et surtout, quand je chantais pas pendant longtemps, ma mère, elle me disait « T'es trop énervée. Va chanter, tu vois. » Mais tu dis que t'as pris conscience assez tardivement, finalement, de ce harcèlement scolaire. Ouais, à l'âge adulte, un peu. Ouais, je faisais partie d'une chaîne qui s'appelait Rose Carpet et en fait, c'était la première fois que j'entendais le mot harcèlement scolaire parce que c'est récent. Hein. Oui, en fait, ça n'existait pas. C'est un terme qui est récent. Pas, ouais. Et en fait, avant, on se faisait juste un peu emmerder à l'école, tu vois. Et maintenant, c'est cool qu'il y ait un mot parce que ça veut dire qu'on est reconnu en tant que victime. Et quand t'es victime, ça veut dire que t'es pas responsable de ce qui se passe. Tu subis.
Et subir, c'est pas baisser les armes, c'est juste dire, en fait, là, c'est trop pour moi et j'y arrive plus. Et c'est trop dur. C'est pour ça que des numéros comme le 30-18, c'est super important. Si ton entourage n'est pas bienveillant, peut-être trouver un pote, une dame de cantine, je dis n'importe quoi, un mec ou une nana qui fait le ménage dans ton lycée, dans ton collège, un prof. Parce que tu disais que toi, t'avais des amis, mais que c'est pas pour autant qu'ils prenaient ta défense. En fait, si tu veux, quand je me suis rendu compte que j'avais vécu le harcèlement scolaire, je me suis rendu compte que j'en voulais grave à mes potes, en fait. T'avais conservé quand même les mêmes amitiés depuis... En fait, j'en ai reparlé avec ma meilleure pote Marine, que j'embrasse. Et Marine, je lui ai reparlé de la situation, parce qu'en fait, Marine, elle voulait sortir avec le mec qui me harcelait. Et du coup, elle disait rien. Mais c'est pas pour autant qu'elle m'aimait pas. Marine, c'est ma meilleure amie. Enfin, c'était vraiment genre, on était tout le temps collés ensemble, elle m'a aidé à avoir le bac. Enfin, c'est vraiment genre, c'est ma poteuse, quoi. Je l'adore. Et elle m'en a reparlé, elle me dit, mais meuf, c'est-à-dire que tu me dis maintenant ça et je prends conscience que c'est vraiment arrivé. Et elle dit, je ne peux même pas t'expliquer pourquoi j'ai pas parlé, en fait. Et je pense que t'es tellement dans un cycle d'adolescence chelou avec des hormones que tu contrôles pas du tout. Après, ça a duré au-delà de l'adolescence, parce que tu disais, au BTS, on t'ennuyait encore, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, même maintenant, je vais dans des bars, t'as des mecs qui me traitent de grosse. Moi, ça finit contre le bar. Hein. Moi, maintenant, j'ai plus de patience. Hein. Enfin, je veux dire, on est en 2021, les copines. Ça, mais bien sûr. Ça m'est arrivé avec une copine youtubeuse qui s'appelle Léa Camilleri. Ouais. On se baladait dans la rue, devant le Grand Rex, tu vois, dans cette rue-là. Il y a un groupe de 3 mecs qui auraient pu être des potes à moi, qui se retournaient, qui fait, ouais, c'est comme l'autre grosse, là. Je me retourne, je fais, excuse-moi, tu parles à qui? Parce que je me suis sentie visée. Et ma pote là, elle me dit, mais non, mais Lola, arrête et tout. Et je fais, non, mais je pense qu'il me parlait. Tu parlais à qui? Il fait, non, rien. Je fais, vas-y, parle. Enfin, je sais pas, je suis là, je dis, tu t'excuses. Il dit, jamais devant une femme. Et je fais, donc tu m'as insulté. Et s'en est suivi. Le mec, on a commencé à élever la voix. Il y avait plein de gens autour. Personne n'est venu m'aider. Et je n'invite pas à la violence. Mais je n'invite pas à la violence. mais tu te laisses pas faire non plus non, pour les critiques que tu reçois sur Internet. Tu avais essayé de porter plainte. Ouais. Ah oui, mais t'expliquais que c'était compliqué parce qu'on n'arrivait pas à trouver une catégorie juridique pour répertorier tes insultes. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, exactement. En gros, t'as une plateforme maintenant qui est super pour le harcèlement, cyberharcèlement. Et c'est une plateforme qui s'appelle Pharos. Tu screens le tweet ou n'importe quoi et tu l'envoies sur Pharos. Et Pharos traite et t'aide à retrouver la personne qui l'a fait. Sauf qu'en fait, moi, je suis allée sur Pharos et j'ai vu que il y avait marqué discrimination. Et dans discrimination, il y avait marqué homophobie, racisme. Mais il n'y avait pas du tout de catégorie grossophobie, par exemple. Il n'y avait pas de catégorie transphobie. Il n'y avait pas de catégorie... Il y a plein de choses qui n'existent pas, en fait. Alors et du coup, je suis passée par une association qui est super, qui s'appelle e-Enfance. Et ils m'ont aidé, qui est normalement pour la protection des mineurs. Et je suis la marraine de l'asso. Et c'est cet asso qui a le numéro 3018. Et en gros, ils m'ont conseillé une avocate. Et en fait, il n'y a pas de jurisprudence sur la grossophobie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui ont porté plainte pour discrimination grossophobe. Je dis pas que je suis la première, mais en tout cas, on doit pas être beaucoup à l'avoir fait. Et du coup, quand t'es pas beaucoup à l'avoir fait, ça ouvre la voie. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de suite encore. Là, ça fait 2 ans et demi, quoi. Ah oui. Et je sais que c'est 5 mecs qui ont tweeté en leur nom propre, donc j'ai leur adresse, leur nom. Il y a même l'officier de police judiciaire, elle a appelé leurs parents alors qu'ils sont majeurs, parce qu'ils voulaient pas se rendre au commissariat. Donc là, j'attends, c'est au tribunal de Tourcoing, je crois, parce qu'ils habitent dans le Nord. Ah. Donc on les embrasse et on a hâte. Vraiment, on a hâte. Et t'as dit, quand on est blonde et ronde, on ne sait pas où se positionner. Tant qu'il n'y a pas de représentation qui te montre que quelque chose est possible, c'est compliqué, quoi. Moi, mon meilleur ami Gwendal, il est métis, et quand il voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de métis à la télé, alors que c'est ce qu'il voulait faire, pas beaucoup de métis dans les comédies musicales en France, même pas du tout. Si ton rêve, c'est de faire ce métier, ça te dit que ça va être très dur ou que c'est quasiment impossible. Et du coup, tu te projettes même pas dans cette croyance-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de blonde grosse qui chante, quoi. Toi, tu luttes, hein. T'en pousses des coups de gueule quand même. Ah de ouf, mais parce qu'en fait, c'est la vie, quoi. T'en as poussé un aussi contre l'industrie de la mode, où tu disais qu'il n'y avait pas assez de grande taille, que c'était... Oui. Tu pouvais pas t'habiller comme tu voulais. Parce que moi, quand je fais du shopping avec mes copines, je suis personnel shopper, mais elles peuvent rien me choper, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est la vérité. Quand tu vas avant Promode, par exemple, qui est une grosse enseigne, et ça m'a fait trop rire parce que récemment, le PDG, il est allé chez Europe 1 et il dit « Nous sommes ouverts vraiment à tous, vraiment la diversité. » Et derrière, tu vas en magasin et maintenant, ils font plus de 46 parce que ça se vend pas assez. Et donc, ils me font « Alors, si vous voulez un 46, il faudra le commander sur Internet. »
Bah non, en fait. Et tout le monde te dit non, mais c'est parce que ça coûte trop cher à faire en modélisme. Mais j'ai 8 modélistes qui me suivent sur Instagram et qui m'avaient envoyé à l'époque. En vrai, non, c'est pas compliqué. C'est juste qu'ils pensent que ça va moins se vendre et c'est pas cool de faire du grande taille. Ah, tu penses que c'est une question d'image ? Bah regarde le luxe. Ils en font pas non plus ? Il y a personne qui fait de la grande taille en luxe. Hein. À part Gauthier, qui à la limite a été un des précurseurs à dire mais c'est des pièces uniques, tu vois. Il habillait Josiane Balasco, mais mais derrière... loin de moi l'idée de m'acheter du luxe parce que c'est pas trop mon truc, mais je m'étais dit tiens, je vais aller voir, tu vois, chez Gucci par exemple. D'accord madame. Non mais je vais aller voir chez Gucci juste pour voir, checker, toi. Non parce qu'il y avait une veste que Clara Luciani portait que je trouvais magnifique. Voilà, on y vient. Bon, qui vaut beaucoup trop cher pour ce seul monde. Hein. Et ben en fait ça va que jusqu'au ML, mais c'est du ML de luxe quoi. Donc c'est très petit. Donc c'est petit, ouais. Il y avait le débat dans la mode à un moment de plus faire de rayons hommes et femmes. Ben moi, je trouve ça trop cool parce qu'en fait, je trouve la moitié de mes vestes chez les hommes. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ces années lycée ? Quel regard tu portes sur ton corps par rapport à ces années compliquées ? Bah déjà, depuis le lycée, j'ai grossi. Et j'ai eu des problèmes hormonaux. Et il faut pas croire que, par exemple, quand tu grossis, c'est parce que tu kiffes le McDonald's, quoi. Il y a plein de... Non, mais parce que vraiment, je te jure, c'est juste, tu peux grossir, ça peut être hormonal, ça peut être à cause de ta thyroïde, ça peut être à cause de ton rythme de vie, de ton alimentation. Il y a plein de causes différentes. Donc moi, depuis le lycée, j'ai grossi et je me sens mieux dans ma peau que je ne l'étais avant. Comment tu l'expliques, alors ? Bah, je l'explique parce que, déjà, je suis hyper épanouie dans ma vie pro. Je fais exactement ce que je voulais faire quand j'étais petite. En fait, je kiffe ma vie, j'aime mes amis. J'ai pas de mec, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas le plus important. J'ai un chat. On te demande souvent d'ailleurs sur les réseaux, est-ce que t'as un copain ? J'ai vu que t'avais fait une story à la une pour reprendre ça. Mais parce qu'en fait, quand j'avais des mecs, je les montrais pas, quoi. Mais après, j'ai pas eu des relations de 3-4 ans. Hein. Moi, ça a été des relations très vite, mais puces. Mais en réalité, voilà, c'est quand même des relations, en fait. Mais non, c'est surtout que quand j'étais pote avec Emma Cake-Up, tout le monde pensait qu'on était en couple, donc ça c'était super drôle. Oui, c'est vrai. Ça a été ma meilleure pote, c'est tout. Enfin, tu vois. Et en fait, les gens, ils veulent trop savoir ce qui se passe dans ta vie. Et t'as des youtubeuses dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont directement affichées avec leur mec. Et dès que ça s'est terminé, ça a été la cata, quoi. Oui, personnellement, ça doit être très difficile. Et personnellement, du coup, tu dois vivre ta rupture, la rupture sur tes réseaux, on parle plus que de ça. Alors que les réseaux, c'est censé être un moment où tu penses pas à ce qui se passe dans ta vie perso. Donc moi, j'ai choisi de ne jamais le montrer. Ou les montrer, mais bon, enfin, il n'y en a pas eu 400, quoi. Est-ce que tu as fait la paix, là, avec toi-même ? Alors ça, c'est une bonne question. Non. Tu peux pas faire la paix à 100% tout le temps avec toi, sinon, attends, c'est trop chiant, quoi. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'à 50 ans, je sais pas, moi, faut être en conflit avec soi des fois de temps en temps, pas au point d'en souffrir, mais pour moi, tu peux pas te plaire à 100% constamment. Il y a forcément, moi, pardon, je suis hyper impulsive et c'est un truc que je n'arrive pas à régler dans ma vie, quoi. Il y a des défauts, entre guillemets, que tu cultives, en fait, c'est ça ? Pas forcément que je cultive, mais c'est tellement inscrit en moi, ouais, que j'essaie de l'apaiser, mais ça reste un défaut qui fait que je suis pas 100% en paix avec moi. Mais par contre, sur ce qui est de mon image et de mon corps et tout, ouais. Oui, je suis en paix avec moi-même. Depuis cette émission ça a carrément accéléré le truc. Et puis maintenant, j'ose... Puis, tu vois, à un moment, je me suis affranchie de ce que je portais. J'ai trop kiffé porter des couleurs alors qu'avant, je portais que du noir et tout. Tu te caches plus, quoi. Ouais, puis je pense qu'en fait, j'ai perdu mes grands-mères quand je suis arrivée à Paris. Et Paris, ça a été une vraie... C'était il y a 7 ans. Paris, ça a été une vraie découverte pour moi parce que en fait, c'était la première fois de ma vie que je voyais des gens qui se regardaient pas dans la rue. Tu veux dire par rapport à des villes de province ? Ouais. Je pense qu'en province, moi, par exemple, j'ai plein de copains qui me disaient qu'ils s'étaient affranchis du personnage qu'ils avaient dans leur ville. Et quand ils sont arrivés à Paris, ils repartaient un peu nouveaux et avec plein de possibilités, puisque à Paris, fondamentalement, c'est une capitale, donc tout existe. Et comme quand tu vas à Londres, les gens se regardent pas du tout. C'est plus fort à Londres. C'est plus fort à Londres. Mais ouais. Je trouve que quand tu viens d'une petite ville de 10 000 habitants, comme ça a fait pour moi, et que t'arrives à Paris, t'es genre « Waouh !» Et du coup, tout devient possible. C'est trop bien. On a l'habitude de terminer l'interview avec 3 questions. Ouais. À commencer par, quelle est ta définition de la beauté ? Alors, ça va faire une réponse un peu cliché, mais pour moi, la beauté, c'est ma maman. Dans le sens où ma mère, c'est la beauté la plus pure, quoi.
elle met, elle est, je sais pas, je la trouve trop belle. Elle a une âme toute trop chou. Elle est trop comme ça. Et en fait, moi, j'aimerais trop. Mon objectif, c'est de lui ressembler. Et à chaque fois, elle me dit, quand je lui ai dit ça, elle me dit, oh non, sois pas comme moi, parce que ma mère, elle a beaucoup de complexes qu'elle a pas réussi à dépasser. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte, enfin, moi, je la trouve trop belle, ma mère, quoi. Et du coup, pour moi, la beauté, c'est, par exemple, ma mère, quand elle a envie d'être coquette, ben, elle met, je sais pas, elle met un peu de blush, un peu de rouge à lèvres, mais elle se maquille pas beaucoup et je trouve ça trop chou, tu vois. Et ta définition des complexes? En fait, pour moi, les complexes, il y a plusieurs définitions, mais celle qui est en rapport avec mon expérience et ma vie et mes complexes à moi, c'est souvent que c'est plutôt le regard des gens qui m'a fait être complexée et pas le regard que j'avais sur moi. Mais du coup, in fine, ça a transformé le regard que j'avais sur moi. Tu crois qu'on peut pas dire fuck au complexe? C'est justement la dernière question. Je dirais que on peut dire complètement fuck au complexe puisque c'est ce que moi je mets en place dans ma vie. Mais je pense que fondamentalement, le regard des autres, il est tout le temps sur nous et il faut arriver à s'en affranchir à un moment. Comment on fait justement? S'affranchir du regard des autres, c'est le travail d'années. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, se sentir bien dans son travail, se sentir bien dans son entourage. Et à partir de ce moment-là, tu t'affranchis des autres parce que t'es hyper épanoui toi et que t'envies pas ce qui se passe de l'autre côté. Et du coup, ta vie, tu la kiffes, quoi. Ce qui fait que tu kiffes tes vêtements, tu kiffes comment tu t'habilles, tu t'aimes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Lola Dubini. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @LolaDubini pour une bonne dose d'humour et de chansons quotidiennes.